La première photographie dont il va être question, c'est le 14 juillet 1936. C'est donc cette photo-ci, faite le 14 juillet 1936. Je n'avais pas encore 26 ans et j'avais passé 4 années profondément tristes dans le studio de portrait de mon père, puisque en rentrant du service militaire, il m'a pris à part et il m'a dit « Willy, je suis très malade, je ne peux plus assumer la direction de ce studio et j'ai besoin de toi. Comme tu sais faire des photos, que tu as développé tes photos d'amateur dans mon laboratoire et que tu sais tout faire, en somme, eh bien, malheureusement, c'est toi qui vas prendre ma suite. Nous sommes en plein état de crise économique, comme tu le sais, et il n'est pas question pour moi d'engager un technicien de qualité pour me remplacer. J'ai donc obtempéré, puisque c'était une question de survie économique de la famille, et je suis donc devenu portraitiste de quartier. J'ai fait un travail qui me déplaisait profondément, mais je savais qu'il existait une autre photographie. Je le savais parce que tous les ans, il y avait une grande et très belle exposition internationale de photographie dans les locaux de la Société française de photographie, rue de Clichy, et là, je voyais des photographies venant du monde entier et qui me disaient, voilà une photographie à laquelle j'adhère, et dans ce sens-là, je me sens très bien devenir photographe. Bon, en tout cas, la tristesse de ma condition a duré 4 années, et mon père est décédé de son cancer en juin 1936. J'avais décidé déjà que, après son décès, je ne garderais pas le studio. Ce n'était vraiment pas ma voie. Et j'ai liquidé ce que je pouvais et j'ai mis l'affaire en vente. Elle a été vendue par adjudication, un prix ridicule qui n'a même pas remboursé nos créanciers. Mais j'avais conquis ma liberté et me voilà dehors avec un appareil d'amateur et le projet de gagner ma vie avec ça. Donc mon père meurt en juin 36, juillet 36, c'est le 14 juillet, la grande manifestation du Front populaire. Je suis naturellement dehors, avec mon appareil d'amateur, je fais des photos, je savais un petit peu déjà ce que c'était le reportage, parce que j'avais pour ami Chim, c'est-à-dire celui qui devait s'appeler ensuite David Seymour, et Robert Capa, que je connaissais depuis 1 an, et je fais des photographies en me disant je vais peut-être pouvoir passer ces photographies-là dans la presse. Je photographie la rangée des élus qui marchaient de front en face, en tête du cortège, et puis je photographie des à côté sur les trottoirs, dont la photographie dont il est question maintenant. Cette petite fille sur les épaules de son papa, que j'avais trouvé une image très touchante, et ça a été une photographie que j'ai pu placer dans quelques publications après cette journée. Cette photographie, bien sûr, je l'ai très vite oubliée, mais il se trouve que très longtemps après, en 1997 ou 98, la chaîne de télévision d'Arte me téléphone et me dit « Monsieur Ronis,
Vous connaissez peut-être notre série Les 100 photos du siècle. Je dis bien sûr que je connais, je la regarde toutes les semaines. Eh bien, nous aimerions bien que votre photo du 14 juillet 1936 fasse partie de cette émission. Ah, je leur dis, je vais même vous apporter un élément très intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, la petite héroïne, qui a maintenant 69 ans, a pris contact avec moi et j'ai fait sa connaissance par téléphone et épistolairement. Voilà son adresse, téléphonez-lui et ce serait bien, probablement, qu'elle figure dans ces 7 minutes que vous accordez à chacune des photographies que vous avez choisies. Ils me disent, mais oui, c'est une excellente idée. Et effectivement, il a été tourné une séquence avec Suzanne Trompette, c'était son nom, sur une petite place, la place Sainte-Catherine, à côté du lieu où j'avais fait la photographie. Et ensuite, nous avons pris un déjeuner ensemble dans un petit caboulot de la rue de Montreuil. Voilà pour cette photographie. Il y a eu ensuite, et pas très longtemps plus tard, une deuxième expérience de même ordre. C'est en 1938. Entre-temps, j'avais pris contact avec l'hebdomadaire Regard qui me commandait des reportages, spécialement des reportages sociaux, et je travaillais assez régulièrement avec Regard. Et ils me disent un jour, nous étions en mars 1938, « Willy, il faudrait que tu ailles chez Citroën Javel, il y a une grève, il y a un certain nombre de grèves qui sont déclenchées en ce moment parce que les conquêtes sociales durement acquises en 1936 sont déjà remises en question et il y a des grèves qui se déclenchent un peu partout. » Me voilà donc avec un laissez-passer de la CGT chez Citroën Javel, où je travaille toute une matinée, jusqu'au moment où, circulant dans l'usine, j'entends à un moment donné, derrière une porte, une voix forte de femme. J'ouvre la porte et je vois cette femme sur une caisse qui harangue ses camarades, et ce geste extraordinaire, je le saisis avec mon Rolleiflex. Je rentre rapidement chez moi parce que il fallait, pour des raisons de bouclage de la semaine, que mon reportage soit remis avant 5 heures de l'après-midi. Je rentre à toute vitesse chez moi, je développe, je sèche à l'alcool, je fais les contacts et je tire une douzaine de photographies en 18-24. Seulement, cette photographie-là, qui est la meilleure du reportage, elle est trop sous-exposée. Je n'ai pas le papier super contraste qui pourrait sauver la situation, et je vais livrer mon reportage, le cœur gros, parce que la meilleure photo n'y figure pas. Il s'est trouvé que cette femme s'est manifestée, mais beaucoup plus tard. Elle s'est manifestée au moment où j'ai eu la première parution de cette image. Il faut dire qu'après la Libération, et rentrant pour une nouvelle activité, j'avais une gamme de papier complète et je pouvais tirer les négatifs très sous-exposés. En 1980, 2 confrères, Pierre-Jean Amar et Guy Lequérec, persuadent un jeune éditeur, Claude Nory, éditeur des éditions Contre-jour, qu'il faut faire un album rétrospectif sur mon travail. À ce moment-là, je me mets en devoir de regarder tout ce que j'ai fait depuis mes premiers déclics pour faire
une rétrospective cohérente. Et en 1980, ouvrant la pochette de la grève chez Citroën Javel, je retombe sur ce négatif qu'à ce moment-là, enfin, je peux tirer. Je tire le négatif, il paraît dans ce livre en 1980, première parution, la presse élogieuse, notamment Le Monde et l'Humanité et d'autres publications aussi, me demandent cette photo pour parler du livre. Cette photo, par des canaux que je n'ai pas tout à fait identifiés, parvient sous les yeux de l'intéressé, qui écrit au journal, qui me fait suivre la lettre, et nous prenons contact, Rose Zenner et moi, et nous entrons en amitié, mais à distance, avec l'intention, un de ces jours, de nous rencontrer à Paris. En 1980 précisément, un jeune cinéaste, Patrick Barberis, parcourt le Midi, sait que j'y habite et me téléphone pour faire un petit sujet sur moi à l'Île-sur-la-Sorgue. Il vient, nous faisons ce petit travail, nous rentrons chez moi et je lui raconte cette histoire parce que j'avais reçu la lettre, il n'y avait pas si longtemps, de cette femme-là. Et il me dit, mais c'est une histoire extraordinaire, il faut absolument que je fasse un film sur cette femme et sur vos retrouvailles à Paris. Et effectivement, nos retrouvailles se sont effectuées en 1982 à Paris, au cours d'un grand repas dans l'ex-bistrot qu'elle avait ouvert avec son mari après avoir été licenciée définitivement de chez Citroën. Et nous avons fait un grand repas très très joyeux avec pas mal de personnes qui avaient vécu ces moments du Front populaire. Je reviens donc à ce que j'avais entamé pour la suite. En 1950, Regard donc me commande un reportage sur les arrêts de travail de 1950. Les arrêts de travail pour des conditions salariales meilleures et des conditions de travail moins inhumaines. Et me voilà parcourant Paris sur ma motocyclette. À un moment donné, dans le 15e, je vois un attroupement sur un trottoir. Je descends, je demande qu'est-ce que c'est. On m'a dit, ben c'est les charpentiers de Paris, une entreprise qui fait grève, et on attend le délégué pour qu'il nous dise quelle est la situation avec la direction. Je grimpe sur un vélo, puisque je n'avais rien pour avoir une vue plongeante me permettant de voir tout le monde. Et je grimpe sur un vélo, je fais ma photo, parce que le délégué, entre-temps, était venu parler à ses copains, et voilà encore une photographie qui fait partie d'un reportage, et je passe à autre chose. Eh bien, en 1990-92, par là, je me trouve mangeant dans un petit restaurant près du canal Saint-Martin, un restaurant très sympathique où se réunissaient d'ailleurs quelquefois des confrères. Parce que le patron de ce restaurant était un fou de photos et il aimait bien accueillir des photographes. Je mange donc un jour, tout seul, là, à ma table, et je vois un jeune homme accoudé au comptoir, en habit de mécanicien, en combinaison, et il sirote son petit café. Et le patron lui dit, tu vois, ce monsieur qui mange là devant nous, c'est un photographe, et c'est un photographe qui fait beaucoup de reportages, et il fait des livres. Je vais te montrer un de ces livres que j'ai. Il sort de dessous le comptoir un photopoche qu'il se met à feuilleter comme ça devant le jeune homme. Et puis à un moment donné, le hasard fait
que le patron, il ouvre la page où se trouve cette photo des charpentiers de Paris. Et le jeune homme regarde attentivement cette photo, et puis tout d'un coup me dit « Mais c'est mon père qui est là !» Je dis « Comment votre père ?»« Mais oui, mon père a travaillé dans les années 50 au Charpentier de Paris, et moi j'y ai d'ailleurs travaillé aussi 2 ou 3 ans après lui, et maintenant je suis à mon compte. » Voilà encore une histoire, une retrouvaille tout à fait piquante. Le temps passe, 7 ans plus tard, je me trouve sur le sommet de la colonne de la Bastille. Il faut dire qu'en ce temps-là, on pouvait monter en haut de la colonne de la Bastille. Il suffisait d'acheter un ticket au pied de la colonne à un gardien qui avait un guichet et un carnet à souche, et quand vous aviez payé votre ticket, vous pouviez monter et faire ce que vous vouliez là-haut. Je monte donc, c'était une belle journée de janvier 1957, et je suis seul, je fais mes photos tranquilles, et au bout d'un certain temps, je vois que j'ai fait ce que je voulais, je m'apprête à descendre. Je tourne donc autour du socle, du grand socle qui supporte le génie de la Bastille, et je vois, accoudé à la bordure, au balcon, un jeune couple très intéressé par le paysage, par le panorama parisien, et à un moment donné, le jeune homme se tourne légèrement pour poser un baiser sur la tempe de sa compagne. À ce moment-là, par un réflexe professionnel, je fais une photo, ils ne s'en aperçoivent même pas, et je descends l'escalier et je m'en vais. Cette photo, il se trouve qu'elle a pas mal de succès après parution. Et elle paraît assez souvent. Elle est éditée en carte postale, elle est éditée en poster, elle est éditée en t-shirt, en puzzle, enfin une édition en grande largeur, si on peut dire. Mais je n'entends jamais parler de ce couple et je me dis, c'est probablement un couple de jeunes étrangers, parce que s'ils étaient parisiens, ils ne pouvaient pas manquer d'avoir vu cette photo un jour ou l'autre. Bon, ça se passe comme ça. En 1988, je fais une exposition dans une galerie très sympathique du Faubourg Saint-Antoine, au début du Faubourg Saint-Antoine, à peu près à la hauteur de la rue de Charonne. Et dans cette exposition, il y a l'exposition Les Amoureux. C'était une exposition dont le vernissage était le jour de la Saint-Valentin. Je vais donc au vernissage puisque j'avais l'affiche et des photographies exposées. Et puis à un moment donné, je vois s'approcher de moi un monsieur avec un livre sous le bras. Ce monsieur me salue et me dit « Monsieur, voudriez-vous me dédicacer ce livre ?» Il s'agissait de mon livre « Mon Paris » paru chez De Noël peu avant. Je dis bien, j'ouvre son livre et je m'apprête à lui écrire quelques mots sur le faux titre au début du livre. Il me dit « Non monsieur, pas là, je vais vous dire où ». Et alors il feuillette le livre, il ouvre à la page des Amoureux de la Bastille et il me dit « Sous cette photo ». Alors moi, je lui exprime un peu ma surprise, mais pourquoi sous cette photo? Mais monsieur, me dit-il, c'est que je les connais. Je les connais. Ils tiennent un bistrot de l'autre côté de la colonne, au début de la rue Saint-Antoine, là où il y a une petite place triangulaire avec quelques arbres et la statue de Beaumarchais, et ils ont là le moderne tabac, et c'est eux les patrons. Et quand ils prennent leurs vacances, c'est moi qui tiens leur bar, leur boutique, si je peux dire. Ah ben j'ai dit, mais c'est extraordinaire ça. Ah ben je vais y aller demain.
Et je me précipite naturellement pour voir ces personnes qui, naturellement, avaient 30 et quelques années de plus. Mais la rencontre est très chaleureuse. Mais je leur dis, mais comment se fait-il que vous soyez pas fait connaître? Oh ben, on n'osait pas. Et pourtant, je leur fais remarquer qu'ils ont le poster encadré dans leur bistrot. Oui, mais on a acheté ça, on pensait que c'était nous, mais on n'était pas absolument sûr. Ben maintenant, oui, on est sûr, parce que il n'y a pas longtemps, j'avais retrouvé une boîte à chaussures avec des quantités de photographies d'amateurs qui se trouvaient dedans, et à la date de cette photographie, j'ai vu que j'avais une photo de moi avec le même tailleur. Et c'est comme ça que nous sommes devenus très copains, et que d'ailleurs, pour le vernissage de mon exposition, ma dernière exposition à l'Hôtel de Ville, rue de Rivoli, ils ont été invités pour le vernissage. Ils vivent en ce moment retraités dans leur Aveyron natal. Voilà encore une histoire. Là, j'ai été un petit peu trop vite, car entre-temps, il y avait eu 2 autres photographies. En 1946, donc 2 ans après la libération, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme me demande de faire un reportage sur la reconstruction en Normandie. Et il me donne 3 villes, Évreux, Alençon et Argentan. Et à Argentan, entre autres photographies, je fais celle-ci de cette femme qui a ses 2 jumeaux âgés de quelques mois posés au soleil sur un coussin, pendant que 2 hommes, son mari et peut-être un beau-frère ou un copain, repeignent des volets. Ils étaient en train de prendre possession de ces maisons rapidement fabriquées que le ministère de la Reconstruction édifiait dans les villes sinistrées. Et cette photographie, je suis très content de l'avoir faite, puisque elle est un peu symbolique. Et puis, le temps passe. Dans les années 60, ma femme qui était peintre, avait créé un cours pour les enfants et les adolescents, un cours de peinture et de dessin. Et pour ce cours, elle avait besoin d'un assistant. Chaque année, elle avait un nouvel assistant. Et dans les années 65-66, elle a eu un jeune homme qui, en attendant de préparer sa médecine, pour se faire un peu d'argent, venait tous les jeudis assister ma femme pour retailler des crayons cassés, éponger l'eau qui tombait sur les vêtements des gosses qui faisaient de la gouache et qui étaient quelquefois un peu maladroits, et qui avait un très bon contact avec les enfants et qui était très sympathique. Bon, le temps passant, bien sûr, il ne revient pas l'année suivante, il fait ses études de médecine et je n'entends plus parler de lui, sauf au bout de peut-être une quinzaine d'années, oh non, de quelques années, où il me téléphone pour me dire ce qu'il fait, qu'il a fait toutes ses études de médecine et qu'il est devenu chirurgien et obstétricien et directeur de la maternité d'Argentan. Ah, je me dis, mais Argentan, ça me rappelle quelque chose. Et je reprends donc contact avec lui. Il m'invite pour la grande fête qu'il donne à l'occasion de ses 50 ans. Et là, je lui dis, tu sais, quand tu es venu me chercher avec ta voiture à la gare, tu es passé devant une série de maisons relativement récentes qui me rappellent quelque chose. Et je vais t'envoyer une photo.
Tu vas me dire si c'est pas une maison qui fait partie de ce groupe de maisons dont je te parle maintenant. Je lui envoie la photo, peu de temps après d'ailleurs, je vais le voir, et il me dit, mais on va faire un truc formidable. Je te commande un agrandissement géant, 1,50 m sur 1,50 m, que je vais faire apposer à l'entrée de la maternité. Là, il passe énormément de gens, et c'est bien rare qu'il n'y ait pas quelqu'un qui reconnaisse cette femme avec ses deux jumeaux. Effectivement, ils ont été reconnus par plusieurs des personnes qui étaient passées à la maternité, et donc j'ai pris contact avec la maman et un des jumeaux. Voilà encore une histoire de retrouvailles. Une autre histoire qui s'est passée dans les années 50, en 1957, comme la même année que les Amoureux de la Bastille, c'est cet homme au pied de l'escalier de la rue Villain avec une valise à ses pieds. Et lorsque j'ai fait cette photo, parce que naturellement mon livre sur Belleville et Ménilmontant était paru, il y avait eu des rééditions, mais moi je m'étais attaché au quartier et de temps en temps j'y retournais. Et cette scène m'a fait fasciner. Et un jour j'ai pris un papier et j'ai rédigé une espèce de monologue imaginaire que j'attribuais à cet homme. Et voilà ce que je l'entendais dire. 25 ans que je n'ai pas remonté cet escalier. Il y a 2 mois, j'ai écrit à Hortense, ma femme, de Valparaiso, pour lui annoncer mon retour. Comment serais-je reçu? Va-t-elle me pardonner? Ces 2 enfants qui sont devant moi, c'est peut-être les enfants de ma cadette? Savent-ils seulement qu'ils ont un grand-père? J'ai peur. Ai-je bien fait? Peut-être, étant donné que je rentre aussi pauvre que j'étais parti, j'aurais peut-être mieux fait de rester là-bas. Et quelques années plus tard, dans les années 90, un centre culturel du quartier me demande de venir faire une conférence projection de mes photographies de Belleville et Ménilmontant. Je me rends à cette soirée, je fais ma projection, et quand je projette cette image, je leur dis ce monologue intérieur que, leur dis-je aussi, j'ai attribué à cet homme à la valise. Et puis, bon, ma projection est terminée, et comme je fais régulièrement après chaque projection, je m'adresse aux auditeurs et je leur dis, est-ce que certains d'entre vous désirent quelques explications complémentaires? Je suis tout disposé à vous répondre. À ce moment-là, un monsieur se lève, il lève le bras, je lui donne la parole, et il me dit, mais monsieur Ronis, votre histoire de Valparaiso, c'est pas du tout ça, vous savez. C'était mon père. Et mon père, il n'a jamais quitté ma mère. Mon père, dans cette valise, il avait des petites pièces métalliques qu'il allait chercher en bas de la côte. Et il remontait ces pièces-là dans son appartement de Belleville. Il les montait sur des flacons de parfum
pour assujettir la fermeture des flacons. Et ensuite, avec sa valise, il redescendait en bas de la côte pour sa livraison. Bien sûr, c'était beaucoup moins poétique, bon, mais c'était quand même une forme de retrouvaille.